Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo, le premier chapitre en fait de mon guide sur le deck des cochons royaux Reine des Archères. Et dans ce premier opus de cette playlist, je vous expliquerai en gros comment comprendre vos cartes, comment comprendre votre deck et comment interpréter le gameplay du deck. Voilà. Bon, je le répète pour ceux qui ne s'en souviennent plus, je ne pourrai pas montrer toutes les interactions malheureusement des cartes parce que tout simplement je n'ai pas deux outils sur lesquels jouer avec Clash Royale et je n'ai pas non plus de coéquipier avec qui jouer avec Clash Royale et donc je ne peux pas partir en match amical pour tester des interactions. Donc malheureusement vous ne pourrez pas voir les interactions des cartes. Alors évidemment je vous en montrerai quelques-unes dans ma dernière vidéo sur le gameplay, mais avant ça je n'aurai pas d'interaction en visuel. Voilà. Après je pourrais toujours vous montrer les trucs, c'est de info là, tu vois, l'interaction avec l'esprit de feu, hop voilà ça tue les gobelins. Bon, on est content, vous savez maintenant que l'esprit de feu tue les gobelins. GG. Bref, donc on n'est pas là pour parler des interactions avec les cartes, mais de la compréhension globale du deck et des cartes. Pour cette vidéo, donc, je prendrai les cartes une par une, donc dans l'ordre, hein, squelette, Tesla, etc., etc. Et je vous ferai donc un petit topo sur chaque carte, si elle est plutôt offensive, défensive, et comment est-ce que vous êtes censé la jouer en game. On commence donc avec les squelettes. Les squelettes, c'est une petite carte à 1 d'élixir. Je vais vous montrer en même temps les statistiques. Comme ça, ça vous permet de voir tout ce que vous avez envie de voir. Je vais même les mettre en niveau de défi pour que ce soit un peu plus classique. Donc dégâts 81, point de vie 81. Tout ça, je suppose que vous le saviez. Peut-être une information qu'il faudrait savoir sur les squelettes Evo, c'est le nombre max de squelettes qui est de 8. Voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Si vous le saviez pas, et ben voilà. Vos squelettes Evo sur la carte ne peuvent pas dépasser le nombre de 8. Alors, je me suis beaucoup demandé, est-ce que le groupe de 8 squelettes Evo, c'est un groupe fermé? Ou est-ce que si tu as plusieurs groupes de squelettes Evo dans la carte, s'il y a un groupe qui atteint les 8, mais qui tape quand même, est-ce que ça peut remplir l'autre groupe s'il n'est pas encore rempli? Ça, je sais pas si ce que je vous ai dit est très clair, mais bref, bon, c'est pas très important, c'est plus une question un peu chelou. De toute façon, vous aurez jamais 2 évolutions de squelettes sur le terrain. Ça prend 2 cycles, et c'est très facile à tuer, donc jamais vous n'aurez 2 évolutions de squelettes sur le terrain. À part peut-être en x7 élixir, x2, je sais pas, dans un mode spécial, vous devez cycler comme un gros porc vos cartes, peut-être. Mais à part ça, je pense pas. Donc, vos squelettes, ils servent principalement en défense pour réaliser des échanges d'élixir positifs. Je prends l'exemple très connu du mini PK. Vous pouvez défendre le mini PK avec des squelettes. Après, si vous avez des squelettes Evo, et ben eux, ils peuvent être très utiles défensivement. Ça peut contrer beaucoup de cartes comme le PK, le méga chevalier. Vous savez, des cartes comme ça avec beaucoup d'élixir. Ça peut même contrer des win conditions comme du géant, du cochon, du géant squelette, bref. Il y a plein de trucs comme ça que ça peut contrer. Donc, vos squelettes Evo défensivement, ils peuvent vous servir, et rien que vos squelettes, à réaliser des très bons échanges d'élixir positifs. Cependant, si vous avez donc les squelettes évolués, vous pouvez vous en servir en attaque, hein, comme menace d'attaque, si vous pouvez les tanker avec quelque chose devant, comme par exemple cochon royaux squelette Evo en split, ça leur permet d'arriver jusqu'à la tour et après de proliférer sur la tour, et si c'est en split, c'est 2 fois plus dangereux pour l'adversaire parce qu'il va devoir défendre des 2 côtés. Et pourquoi c'est intéressant de les mettre en split? Parce que en dehors du fait qu'ils doivent défendre des 2 côtés, la carte coûte seulement 1 élixir. Ce qui veut dire que vraiment, même en attaque, vous allez réaliser des bons échanges d'élixir. Si vous mettez une carte à 1 en split, et ben vous gagnerez forcément de l'élixir, puisque l'adversaire va devoir défendre cette carte. Rien que pour défendre juste les squelettes, même s'ils sont pas en split, comme ça coûte 1 élixir, l'adversaire sera obligé de dépenser de l'élixir.
Et en plus, s'ils sont tankés, et ben, généralement, l'adversaire, quand les squelettes Evo sont tankés, il va plutôt avoir tendance à mettre un sort dessus qu'une carte pour être sûr vraiment de détruire ces petits squelettes. Donc, un sort à un élixir, ça ne se fait pas encore sur Clash Royale, et donc vous êtes obligé de gagner l'élixir si vous posez cette carte sur le terrain. Après, attention, sur l'attaque, ne balancez pas vos squelettes Evo en attaque bêtement. Si vous voyez que l'adversaire a beaucoup de dégâts de zone qui sont capables d'anéantir vos squelettes Evo, ne les gâchez pas en attaque. Ça reste un élixir de foutu dans le vent que vous auriez pu jouer sur la défense ou pour mettre un peu de pression à un autre moment. Donc à ne pas non plus balancer bêtement, tu vois, ça reste une évolution à 2 cycles qui ne s'obtient pas non plus en un claquement de doigts, contrairement à des évolutions comme les barbares Evo. Donc à modérer aussi l'utilisation des squelettes Evo, c'est très important. Ensuite, deuxième carte, la Tesla. Alors là j'ai pris la Tesla parce que c'est la Tesla, mais vous pouvez aussi prendre le canon, si vous jouez le canon à la place de la Tesla. Ok, donc là je vous ai montré quelques interactions, c'est mignon, bon, sans plus. C'est rigolo. Il n'y a pas d'autres interactions? Ouais, non, il n'y a pas d'autres interactions. Ok, on va revenir au niveau de défi. Ok, alors la Tesla, ou le canon quand vous l'avez, ces deux cartes sont des bâtiments. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que vous allez les utiliser uniquement pour la défense. Un bâtiment offensif, ça n'existe pas. Tu vois, à part le mortier et l'arc-X, tu n'as pas de bâtiment offensif qui attaque la tour. Et la Tesla, donc, n'est ni mortier ni arc-X, donc ce n'est clairement pas un bâtiment offensif. Voilà, bref. Donc, placement. Que ce soit pour le canon ou pour la Tesla, vous devez faire attention à vos placements. Il y a des placements à connaître pour la Tesla, notamment, et pour le canon aussi d'ailleurs, notamment le placement anti-séisme. Et c'est très important parce que justement, la Tesla, c'est la seule carte, le seul bâtiment qui soit capable d'éviter ce séisme s'il est placé à la fois sur la tour de princesse et à la fois en pré-shot bâtiment. Donc... c'est pour ça que je joue la Tesla Evo notamment dans le deck, déjà parce que j'ai l'évolution, mais c'est surtout parce que ça permet un placement anti-séisme que le canon ne permet pas. Voilà. Et donc le placement anti-séisme de la Tesla, regardez, c'est juste ici. C'est tout simplement, hop, ici. Voilà, et ici vous voyez que, regardez, si on place le séisme là, ça ne peut pas toucher à la fois la Tesla et la tour, c'est pas possible. Voilà donc le placement anti-séisme de la Tesla. Bon, alors évidemment, pour le canon, vous n'aurez pas ce placement anti-séisme, mais vous pouvez toujours essayer de placer votre canon un peu plus de l'autre côté de la tour, et puis d'attirer la win condition vers l'autre côté, là où il n'y a pas le séisme. Bon, c'est un peu flou, je vous recommande de jouer la Tesla, même si vous l'avez pas évolué. Bon, si vous l'avez pas évolué, ça peut se discuter, mais vraiment, si vous l'avez évolué, jouez la Tesla, et ne jouez pas le canon. C'est vraiment un gros conseil que je vous donne et je pense que c'est vraiment un bon conseil. C'est vraiment un bon conseil. Ok, donc, pour résumer, la Tesla, ça s'utilise défensivement et vous avez évidemment des placements à connaître pour cette Tesla, notamment le placement anti-séisme, des placements au milieu du terrain, des placements un peu bas, des placements un peu près de la tour pour activer la tour du roi. Encore une fois, je vous ai dit que je ne pouvais pas vous montrer les interactions, mais il y a une interaction avec le bouliste. Vous pouvez activer votre tour du roi avec le bouliste si vous placez bien votre Tesla juste à côté de votre tour de princesse. Et il me semble que vous devez rajouter une bûche pour rapprocher un peu le bouliste de votre Tesla, et comme ça la boule pourra toucher la tour du roi. Vous avez évidemment un placement à connaître contre le Molosse Ballon, très important. Placez votre Tesla ou votre bâtiment en général, si vous avez un canon, au pont. Contre le Molosse Ballon, ça permettra donc au Molosse de cibler le bâtiment puisqu'il tire à distance, et le ballon passera devant puisque le ballon ne tire pas à distance mais au corps à corps. Ce qui veut dire que le ballon passera devant le Molosse, et donc le Molosse ne pourra plus tanker ce ballon. Et derrière, votre défense, avec Reine des Archers, Colis, n'importe quoi, pourra terminer
le ballon avant de s'attaquer au molosse, ce qui vous permettra une défense beaucoup plus facile que si vous aviez dû déjà tuer le molosse et après le ballon. Voilà pour la Tesla. Et évidemment, quelque chose qui est à noter, l'onde de choc de la Tesla Evo, c'est quelque chose avec lequel il faut jouer, évidemment. Ça permet de tuer tout ce qui est gang de gobelins, armée de squelettes, même les roquettes lave du molosse. Ça permet de tuer plein de petites troupes comme ça. Et rien que le stun, ça peut être très intéressant. Donc voilà, la Tesla Evo, vous avez beaucoup d'interactions avec. Je vous laisse toutes les découvrir, malheureusement je ne pourrai pas les montrer en vidéo, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, il y a des interactions avec cette Tesla qu'il faut absolument connaître si vous jouez ce deck. Ok, on passe donc au colis royal. Ok, donc on passe maintenant au colis. Donc le colis, c'est une carte qui est défensive, c'est un sort, comme vous pouvez le voir. Hein. Hop, type sort. Hop. Simplement, la particularité de ce sort, c'est qu'il ne peut s'utiliser que de votre côté du terrain. Contrairement à une boule de feu, des flèches ou un poison, le colis royal ne peut être envoyé que de votre côté du terrain. Ce qui, par certains côtés, peut sembler logique. Hein. Envoyer un colis royal sur la tour de l'adversaire, ce serait un peu trop broken, hein, à mon avis. Pour seulement 3 d'élixir, ça fait, hop là. Au niveau de défi, 437 dégâts sur la tour, plus une recrue royale qui vient taper cette tour, ce serait, entre nous, beaucoup trop fort. Donc ce colis royal va être utilisé défensivement, et l'avantage du colis royal sur les autres sorts, c'est qu'il fait vraiment une très grosse value. Un sort, normalement, c'est destiné à contrer des cartes très spéciales. Par exemple, la boule de feu contre très bien les barbares. Les flèches contre très bien le gang de gobelins. La bûche contre très bien le fût à gobelins. Bref, vous l'aurez compris, chaque sort correspond plus ou moins à un certain type de carte. La boule de feu, ça va faire des gros dégâts. Les flèches, ça va faire des petits dégâts, mais ça va avoir un radius plus élevé. La bûche, ça va pouvoir aussi repousser les adversaires. Enfin bref, chaque sort correspond à une catégorie de cartes. Le colis, lui, son avantage, c'est qu'il est très polyvalent. Il peut contrer des barbares, comme il peut contrer un fût à gobelins ou un gang de gobelins. Il peut aussi contrer un fût à squelette, une valkyrie, un mini PK. Bref, il a ce gros avantage de pouvoir contrer beaucoup plus de cartes que tous les autres sorts. Donc, servez-vous-en pour faire une grosse value défensive. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le colis royal comme tank, hein, puisque vous savez que vous n'avez pas de tank dans ce deck. Si vous voulez tank votre défense avec une Tesla par exemple, vous posez votre Tesla et derrière vous allez poser votre colis royal. Comme ça, le colis royal va tank la carte pendant que la Tesla va pouvoir DPS cette carte. Donc pour une défense plutôt complète. Bref, le colis royal, il est vraiment très polyvalent. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Évidemment, ne le gâchez pas, puisque comme je vous l'ai dit, il fait beaucoup de value. Donc si vous le gâchez et que derrière, vous auriez pu en faire encore plus de value, et ben vous vous retrouvez un peu con. L'exemple type, c'est vous posez un colis royal sur un mini PK et derrière, l'adversaire vous rajoute une sorcière. Bon, à ce moment-là, ça aurait été plus intéressant de mettre des squelettes sur le mini PK et de garder le colis royal pour sa sorcière. On passe donc aux cochons royaux. Les cochons royaux, donc, je pense que vous l'aurez compris, hop, sont purement offensifs, hein. Type combattant, c'est une win condition, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, elle vise la tour. Hein, elle vise la tour. L'interaction est un peu longue, je trouve. Voilà. Et, comme vous le voyez, dès que l'adversaire rajoute un bâtiment, les cochons visent le bâtiment. Bref, c'est une win condition comme toutes les autres. Ok. Donc, les cochons vont être utilisés offensivement. Vous pouvez les utiliser de plusieurs manières. L'avantage, c'est que vous pouvez les split. Vous pouvez utiliser 4 cochons sur le même côté du terrain. Vous pouvez utiliser un cochon du côté gauche et 3 du côté droit. 2 du côté gauche et 2 du côté droit, ou alors 3 du côté gauche et un seul du côté droit. Et cette polyvalence des cochons, le fait de pouvoir les split comme ça, ça permet vraiment de mettre la pression des deux côtés du terrain
plus le fait que le deck contienne un séisme, ce qui va détruire le bâtiment de l'adversaire, ça vraiment obligera l'adversaire à défendre des deux côtés. Donc vraiment, ces cochons royaux, pour faire de la value et gagner de l'élixir sur la défense de l'adversaire, c'est vraiment une très très bonne carte. Attention toutefois à ne pas la poser trop souvent. Je rappelle qu'elle coûte 5 d'élixir. 5 d'élixir, c'est cher, c'est une win condition qui est chère, c'est la moitié de votre élixir. Il faut pouvoir la poser, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr derrière de pouvoir défendre le counter push de l'adversaire, ne posez pas vos cochons, d'accord? Gardez-les en main, attendez de voir ce qu'ils jouent, et puis quand vous êtes sûr de pouvoir push, si l'adversaire n'a plus d'élixir, ou en tout cas que vous en avez assez pour derrière pouvoir installer une défense propre, à ce moment-là vous pouvez push, mais sinon, gardez vos cochons en main, ne gaspillez pas votre élixir. Dernière petite chose sur les cochons, ce qui peut être utilisé aussi sur les cochons, sur le cochon, le chevaucheur de cochon, sur la cave à bélière, le géant gobelin, bref, toutes les win conditions, les cochons royaux peuvent servir à kite, c'est-à-dire à distraire l'adversaire pendant que votre défense fait le taf. Typiquement, vous mettez vos cochons au pont et ça attirera l'attaque adverse. Si c'est pas une win condition, ça attirera la troupe adverse vers les cochons, et donc la troupe adverse reviendra vers la tour de l'adversaire. Et donc la défense aura plus de temps pour lui infliger des dégâts, et donc cette défense sera d'autant plus propre. Évidemment, les cochons royaux ne sont pas une carte défensive, hein, je le rappelle, donc utilisez cette technique à bon escient, et évidemment, encore une fois, la carte coûte 5 d'élixir, donc n'envoyez pas trop souvent des cochons royaux sur le terrain. Voilà, voilà. Ok, on passe maintenant à l'esprit de feu. L'esprit de feu, c'est une carte à 1 d'élixir, qui est extrêmement polyvalente, comme beaucoup d'autres cartes, hein, évidemment, dans ce deck. Et donc cet esprit de feu, il va servir à plein de choses. Il peut servir à la défense comme à l'attaque. Donc je vous remets une fois de plus les stats de défi. Ok, l'esprit de feu, défensivement, ça peut faire de la value sur des trucs comme des gobelins ou des gobelins à lance, ou même simplement une armée de squelettes. Hein. Vous pouvez défendre une armée de squelettes avec un esprit de feu. Donc oui, l'esprit de feu, défensivement, ça peut servir à contrer quelques cartes, quelques swarms, comme on les appelle. Par exemple, l'esprit de feu est capable de contrer la horde de gargouilles. Voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même assez puissant. Pour 1 d'élixir, tu peux contrer une horde de gargouilles qui coûte quand même 5 élixirs, c'est assez cher. Et ça vous fait gagner 4 élixirs, donc ouais, cette interaction est à connaître, vous pouvez contrer une horde avec un esprit de feu. Si elle n'est pas tankée, hein, évidemment. L'esprit de feu ne one-shot pas les gargouilles, évidemment, donc il ne faut surtout pas qu'elle soit tankée. Si la horde est tankée, bah à ce moment-là, vous pouvez poser tout simplement un colis. Et ça vous fera quand même gagner de l'élixir, hein, évidemment. Si vous n'avez pas l'esprit de feu, mais que vous avez l'esprit de glace fait un peu moins de dégâts, mais défensivement, je trouve que c'est encore plus fort. Et si vous avez l'esprit de glacez-vous, vous pouvez jouer l'esprit de glacez-vous. Mais personnellement, je préfère mettre de l'esprit de feu à la place de l'esprit de glace, déjà parce que je l'ai amélioré au niveau élite, et que bah je peux utiliser un esprit de glace niveau 13 quand j'ai un esprit de feu niveau 15. Mais surtout parce que l'esprit de feu, il peut être aussi utilisé offensivement. C'est une carte qui peut faire une très très grosse value offensive. Regardez les dégâts de la carte, 207 dégâts de zone. Ça fait le même nombre de dégâts qu'une boule de feu sur la tour de princesse. Donc, pour 1 d'élixir, vous pouvez menacer la tour de l'adversaire d'une boule de feu, juste pour 1 élixir. C'est quand même assez impressionnant. Donc ouais, c'est pour ça que je préfère vraiment prendre l'esprit de feu. C'est quelque chose que peu de gens savent en vrai, mais c'est à savoir sur cet esprit de feu. Oui, l'esprit de feu fait autant de dégâts qu'une boule de feu sur la tour. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère l'esprit de feu. Et puis pour plein d'autres raisons, hein, parce que ça fait aussi plus de dégâts, parce que bah c'est plus stylé. Je trouve que c'est plus stylé. Enfin bon, ça on s'en fout un peu. Mais c'est vrai que je peux comprendre que certaines personnes préfèrent l'esprit de glace pour son petit talent d'immobilisation là pendant quelques secondes. Il me semble que c'est 0,5 secondes. J'en suis pas sûr. Bref, allez.
maintenant qu'on a fait l'esprit de feu, c'était assez rapide, on passe à la carte suivante, la reine des archères. Alors la reine des archères, c'est un champion, donc ça va prendre un peu plus de temps puisque je détaillerai la capacité et tout. La reine des archères, c'est une carte qui est plutôt défensive. Alors, vous en conviendrez, c'est une carte qui est défensive, qui fait une très grosse value défensive, qui est capable de contrer beaucoup de trucs comme la Valkyrie, le chevalier, le mini PK, c'est capable de contrer le chevaucheur de cochon, bref, c'est vraiment capable de contrer beaucoup de trucs la reine des archères, et ce qui est vraiment fort sur cette carte, c'est sa capacité. À un élixir seulement, vous avez une cape d'invisibilité durant 3,5 secondes qui vous booste vos dégâts de 180%. C'est énorme. De plus, vous pouvez tirer des flèches plus rapidement. Voilà. Il me semble que c'est 0,5 secondes d'attente entre les flèches contre... je regarde. Vitesse de frappe 1,2. Voilà, ça passe de 1,2 à 0,5. Il me semble, hein, c'est ça. Donc ouais, c'est très 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 fort. C'est, il me semble, la capacité de champion la plus forte. En duel quand même serré avec le petit prince qui est toujours très fort malgré ses nerfs. La capacité reste très forte. Ok, donc voilà, défensivement cette cape d'invisibilité qui fait du très très gros taf, et ce qui fait que l'adversaire va être obligé de tuer la reine avec un poison, une boule de feu, en tout cas des sorts, pour se débarrasser de ce truc offensif, parce que ça ne pourra pas se faire avec un PK par exemple, ou une Valkyrie qui tankerait un push. Hein. T'es obligé d'aller la chercher dans son invisibilité avec un sort, sinon bah, elle ferait une trop grosse value défensive. Et c'est ce qui fait aussi que cette reine des archères est si forte dans ce deck, c'est parce qu'elle attire évidemment les sorts. Elle attire notamment la boule de feu. La boule de feu, la foudre, la roquette, peu importe, mais elle attire les sorts. Ce qui fait que si elle attire les sorts, derrière ça vous donne un boulevard pour poser des cochons royaux qui ne pourront pas être contrés par des sorts. Enfin bref. Donc défensivement, voilà, cette carte fait une très grosse value. Mais, parce qu'il y a un mais, elle peut être également utilisée offensivement. Vous pouvez utiliser la reine des archères offensivement, parce que je vous jure qu'une reine des archères qui connecte à la tour, ça fait très mal. Imaginez que vous ayez une reine des archères sur le terrain. Vous posez vos cochons royaux, mais derrière la reine. Bon, et ben, si jamais c'est le cas, vous posez votre cape d'invisibilité de la reine, et l'adversaire va être ultra embêté, parce que la tour reprendra le focus sur les cochons royaux et non plus sur la reine, puisqu'elle sera invisible. Mais cette reine continuera de DPS la défense de l'adversaire, et donc cet adversaire sera bien obligé de défendre encore plus. Donc voilà, juste pour un élixir, dites-vous que l'adversaire va avoir beaucoup de choses à défendre. Et il y a certaines parties dans lesquelles on pourrait presque se dire que bah, la reine des archers, en fait, c'est littéralement une win condition. En fait, c'est un peu le même principe que le fantôme. Tu vois, ça met constamment de la pression parce que l'adversaire va être obligé de défendre encore plus si la reine devient visible. Et l'avantage de la reine sur le fantôme, c'est qu'elle continue de taper tout en étant invisible. Et elle tape encore plus vite et encore plus fort. Donc ça, c'est quand même très fort. Bref, on en a fini, me semble, avec cette reine des archères. Attention quand même à la maintenir en vie. Hein. Essayez de la maintenir en vie pour qu'elle fasse de la value et pour que vous puissiez cycler vos sorts. Ok, maintenant c'est définitivement fini avec cette reine, on passe au séisme. Le séisme, lui, c'est clairement offensif, comme vous le voyez dans cette interaction. Il sert à détruire le bâtiment et les squelettes qui en jaillissent. Cependant, en dehors de juste détruire les bâtiments, le séisme peut faire aussi une value défensive. Et oui, même si le séisme c'est clairement offensif, ça peut servir aussi sur certaines défenses. Je pense notamment à des défenses d'Arkix ou de mortier. Vous pouvez défendre le mortier et l'Arkix, comme ce sont des bâtiments, avec un séisme. Puisque le séisme tape très fort sur les bâtiments. Hein, regardez, le dégât par seconde 82, dégâts au bâtiment par seconde 287. Donc c'est beaucoup plus fort sur les bâtiments que sur les troupes. C'est pour ça que pour défendre Arkix et mortier, le séisme c'est très fort. Mais vous pouvez également utiliser ce séisme sur des troupes adverses. Par exemple, si vous avez un gang de gobelins au pont et que vous préférez garder votre bûche pour un potentiel fût à gobelins ou une potentielle princesse, à ce moment-là, vous pouvez utiliser séisme défensif. Ça peut être utile. Voilà pour le séisme, donc, à utiliser contre les bâtiments, mais peut aussi servir à faire un peu de value défensive, pensez-y. Ok, et la dernière carte de ce deck, pour terminer la vidéo, la bûche. Ah, la bûche, c'est une des cartes qui fait le plus de value dans ce deck. Vraiment, c'est un sort tellement polyvalent.
Regardez, pour seulement 2 d'élixir, regardez toutes les interactions. C'est incroyable, ça peut tuer une princesse, ça peut tuer un gang de gobelins, ça peut tuer un feu à gobelins, ça peut tuer n'importe quelle petite carte, n'importe quel swarm. Bon, évidemment, ça ne tue pas les cartes aériennes, ce serait un peu trop broken, mais la bûche reste très forte. Pour seulement 2 d'élixir, vous avez quand même, regardez, une largeur tout de même qui est de presque 4 cases, hein, c'est énorme, et une portée de 10,1 cases. C'est également énorme, hein, des dimensions folles pour cette petite bûche à 2 d'élixir. Dégâts de zone de 290, hein, c'est très gros. Vous pouvez faire des défenses avec simplement une bûche. Je pense aux fûts à squelettes, aux fûts à gobelins, aux sapeurs, mais vous pouvez aussi faire des défenses sur des plus gros élixirs comme des barbares, avec une bûche plus une petite carte en plus. Par exemple, bûche esprit de feu, ça peut servir à contrer des barbares. Bûche séisme, ça peut servir à contrer une mamie sorcière par exemple. T'as plein d'interactions intéressantes avec cette bûche que je vous présenterai dans les combos. Mais ouais, la bûche vraiment très très grosse value. Donc défensive, hein, certes, vous pouvez faire une très grosse value défensive comme je vous l'ai dit contre le gang de gobelins, etc. Mais vous pouvez aussi faire de la value offensive. Vous pouvez pré-shot certaines cartes. Par exemple, un pré-shot très classique, contre un joueur de mid-ladder, vous pouvez, si vous posez vos cochons royaux, pré-shot une armée de squelettes en posant votre bûche derrière vos cochons royaux. Si vous savez que l'adversaire a une armée de squelettes en main, et qui peut la poser. Donc ouais, la bûche, très utile défensivement, fait une très grosse value, en plus t'as un petit knockback, un petit repoussement des cartes adverses, et offensivement elle peut servir à pré-shot pas mal de trucs. Et défensivement aussi, elle peut servir à pré-shot pas mal de trucs, hein. Évidemment, ça peut servir à pré-shot une princesse au pont, ça peut servir à pré-shot un gang de gobelins au pont, bref, des trucs comme ça qui pourraient nous faire chier si tu les laissais connecter. Et voilà, c'est fini. C'est fini, je vous ai présenté toutes les cartes du deck. Toutes les cartes, sauf une qui n'est pas vraiment une carte, qui est la troupe de tour. Alors personnellement, je joue la princesse en troupe de tour, parce qu'à l'heure actuelle, il me semble que c'est la meilleure troupe de tour. Mais le canonnier revient, plus ou moins, hein. J'ai vu certaines vidéos qui disaient que le canonnier revenait un peu. Bon, ça reste tout de même assez faible, parce que c'est une cadence de tir qui est assez faible. Donc, je préfère jouer la princesse à la place de ce canonnier. Je vais pas vous présenter la princesse, hein. Limite, je peux juste vous mettre les stats, hein, voilà. Mais il faut savoir que la princesse aussi, il y a des interactions à connaître. Voilà. Notamment, comme l'interaction là. Regardez ça. Les gargouilles, tout de même, qui ne mettent que 4 coups. Voilà, c'est une interaction à connaître. Vous pouvez connaître d'autres interactions comme ça. La tour de princesse est capable de détruire les chauves-souris, capable de contrer les chauves-souris, capable de contrer la méga gargouille aussi, me semble. Je suis pas sûr, je crois qu'elle met un coup, la méga gargouille. C'est capable de contrer, enfin bref, c'est capable de contrer plein de trucs. Pour les combos, j'ai pas pris en compte la princesse de tour. Mais ça peut être intéressant, ouais, ça pourrait être intéressant de connaître certaines interactions avec cette tour de princesse. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus incroyable, hein, les interactions. C'est des dégâts qui sont pas non plus incroyables, 109 dégâts, bon, voilà. La cadence, 0,8 secondes. Portée, 7,5. Dégâts par seconde, 136. Bon. C'est pas non plus incroyable. Mais ça peut servir. Ça peut clairement servir dans certaines interactions. Dans certains match-up, hein. Notamment les match-up beatdown, là où la duchesse pourrait un peu peiner, et ben en vrai la tour de princesse se débrouille assez bien, le canonnier aussi se débrouille assez bien. Contre les deck cycle, la princesse est plutôt polyvalente aussi, contrairement au canonnier et à la duchesse qui a été nerf sur ses dégâts, donc qui fait un peu moins de value sur les deck cycle. Enfin bref, cette princesse de la tour, très puissante, très puissante. Hop là. Et donc, c'est tout. Bon, évidemment, je vous précise pas que la princesse de tour c'est pour la défense, hein. Une princesse de tour offensive, bon, je pense que c'est pas pour tout de suite. Et bah j'ai fini de vous présenter les cartes du deck. J'espère que vous les aurez comprises, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris certains trucs, qu'elle vous aura fait comprendre certains trucs, notamment le fait que le séisme pouvait être utilisé défensivement, notamment le fait
que les cochons royaux pouvaient être utilisés pour kite, l'esprit de feu pouvait être utilisé offensivement comme défensivement. Bref, il y a eu plein d'informations dans cette vidéo. Je sais pas si vous avez pu noter grand chose, c'est vrai que je parle assez vite généralement. Si jamais vous trouvez que je parle un peu trop vite, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je ralentisse un peu la cadence sur les autres vidéos. Enfin bref. Après j'aurais tourné toutes les vidéos là et je vous les posterai en même temps. Donc si je pars trop vite dans cette vidéo, a priori je parlerai également trop vite dans les autres. Mais bon, pour de prochaines vidéos explicatives, si jamais vous avez envie que je ralentisse la cadence pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je dis, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bref, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Et on se retrouve pour le prochain guide.